tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à vos premiers pas en tant qu'indépendant ou indépendante, que vous veniez tout juste de lancer votre activité ou que vous soyez encore en phase de réflexion. Vous êtes au bon endroit. L'idée, c'est bien de vous apporter des repères simples, concrets et utiles pour démarrer dans de bonnes conditions. Alors, je vais prendre un tout petit instant pour me présenter. Je suis Laurence Ballot et je coordonne les actions de l'URSSAF Alsace auprès des créateurs d'entreprises et plus largement des travailleurs indépendants. Et je ne suis pas toute seule pour cette session parce qu'elle est avec moi aujourd'hui et puis je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter à son tour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace et c'est mon équipe qui est en charge de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, travailleurs indépendants. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, à prendre un rendez-vous ou à assister à l'un de nos ateliers. Voilà, à plus tard. Alors, avant de commencer, quelques petits points pratiques pour que tout se passe bien. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver le replay d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Alsace. Vous recevrez également le lien de téléchargement du support de présentation par mail, donc sur l'adresse que vous avez utilisée au moment de votre inscription. Côté questions, vous pouvez les poser à tout moment dans l'onglet Conversation, en évitant bien évidemment de partager des informations personnelles pour des raisons évidentes de confidentialité. Et donc, on a des collègues expertes métiers qui sont déjà connectés spécialement pour vous et qui vont répondre en direct dans le chat. Et je les remercie déjà pour leur aide. Et puis, pour celles et ceux qui préfèrent l'échange oral, donc pas d'inquiétude, on a prévu en temps de questions-réponses à l'oral en fin de présentation. Juste un dernier petit rappel technique, si vous activez votre micro, pensez à le couper ensuite pour le confort de tout le monde. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. On va pouvoir démarrer. Alors, commençons sans plus attendre avec le programme de ce webinaire. On va d'abord remettre les choses dans leur contexte en rappelant ce qu'est l'URSSAF et quelles sont ses missions. On va enchaîner ensuite avec les fondamentaux de votre statut d'indépendant. Puis, on va faire un petit zoom sur vos obligations de chef d'entreprise. Dans la continuité, on va parler de votre régime fiscal et de l'assiette de vos cotisations sociales. Et on prendra aussi un moment pour regarder comment ça se passe au début de votre activité, les premiers appels de cotisation, les points de vigilance, etc. On fera ensuite un focus sur vos cotisations sociales, comment elles sont calculées, modulées, ajustées. Et puis, pour terminer, on évoquera vos prestations sociales. Alors, quand on débute en tant qu'indépendant ou indépendante, l'URSSAF, ce n'est pas forcément l'acteur qu'on connaît le mieux. Et souvent, on l'associe surtout aux cotisations, au contrôle, rien de bien réjouissant. Pourtant, notre rôle, il est beaucoup plus large que ça. Notre présence à vos côtés commence dès votre installation et se poursuit tout au long de votre activité. Le but, c'est bien de vous donner des repères fiables, de sécuriser vos démarches et de vous aider à comprendre ce qui relève de vos droits comme de vos obligations. En clair, tout ce qui vous permet de vous concentrer sur votre métier en laissant un petit peu de côté les incertitudes administratives. Puis évidemment, on prendra aussi le temps d'expliquer pourquoi les cotisations existent et surtout ce qu'elles vont financer pour vous. Alors, avant de plonger dans le détail des missions de l'URSSAF, on va se mettre en route avec un petit quiz. Donc, une question va s'afficher sur votre écran. Que signifie l'acronyme URSSAF? Donc, on a 3 propositions. Union régionale de soutien aux services administratifs et financiers, ou encore Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ou enfin Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et haute fiscalité. Donc, à votre avis, qu'est-ce que signifie URSSAF? Donc, si le sondage ne s'ouvre pas chez vous, pas de souci, vous pouvez répondre directement dans l'onglet Conversation. Puis, si vous préférez l'oral, vous pouvez toujours lever la main grâce à l'icône en haut de votre écran pour vous signaler. Alors, c'est parti. On va découvrir ensemble ce qui se cache derrière ce sigle. Est-ce qu'on a déjà des réponses? 2 réponses pour l'instant dans le sondage et une réponse dans le fil de discussion. 2 réponses, donc 3.
Donc, a priori, il y a quand même une belle majorité pour la réponse B. On va voir si la majorité l'emporte. Et effectivement, c'est la bonne réponse, hein, c'est la réponse B, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'allocation familiale. Donc, il y avait un petit piège, hein, sur les 2 dernières lettres. Effectivement, on peut se demander pourquoi ajouter AF alors que les allocations familiales, elles font déjà partie de la grande famille de la sécurité sociale. Eh bien, la légende dit que s'en tenir à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ça aurait donné un acronyme un petit peu trop soviétique. Donc, disons que ça aurait pu prêter à confusion. En tout cas, peu importe l'anecdote, hein, ce sigle, il résume parfaitement notre mission centrale à l'URSSAF, hein, qui est bien collecter les cotisations sociales, celles qui financent votre protection sociale et celles de tous les actifs. Alors, voilà, parlons maintenant un petit peu plus précisément de l'URSSAF. Voilà, comme je le disais, quand on se lance en indépendant, on ne se dit pas forcément que l'URSSAF, hein, c'est le sujet glamour du moment. Pourtant, c'est impossible d'y couper, ne serait-ce que pour le règlement de vos cotisations sociales. Alors oui, on vient de le voir, collecter les cotisations, c'est notre cœur de métier. Mais ça, en fait, hein, c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg. La réalité, hein, c'est que l'URSSAF transforme ces prélèvements en protection très concrète. Vos cotisations financent vos droits, la santé, la retraite, les allocations familiales. Et tout ça, c'est reversé quasiment en temps réel, en moins de 5 heures, aux organismes concernés. Donc, c'est vraiment un flux continu qui va alimenter tout le système. Et derrière ces versements, il y a aussi des centaines de structures financées chaque année, donc pas seulement la retraite, la santé et la CAF, et pour un montant total qui va frôler les 600 milliards chaque année. Parmi nos rôles un petit peu moins connus, il y en a un quand même qui reste essentiel, c'est la garantie de l'équité entre tous les acteurs économiques. Donc, les contrôles URSSAF, hein, ils ont un objectif bien précis, c'est s'assurer que tout le monde joue selon les mêmes règles. Parce qu'un concurrent qui ne paie pas ses cotisations et qui casse les prix, ce n'est pas l'esprit d'entreprise, hein, c'est du déséquilibre économique et l'URSSAF est là pour jouer les arbitres. Et puis l'URSSAF, c'est aussi de l'accompagnement. On est là pour vous guider, pour vous aider à comprendre vos droits, vous proposer des solutions adaptées quand vous rencontrez une difficulté ou une étape importante de votre activité. Donc, en résumé, l'URSSAF, ce n'est pas uniquement un percepteur, c'est aussi un partenaire pour démarrer et pour sécuriser votre activité. Alors, on va rendre ça un petit peu plus concret avec un deuxième quiz et on va passer par l'exemple de Julie. Julie qui dirige une entreprise de construction et cette année, elle a versé 61 000 € de cotisation pour ses 8 salariés. Donc, à votre avis, avec cette somme, combien d'accouchements peuvent être financés? Est-ce que c'est 12, 20 ou 25? Donc, comme tout à l'heure, je vais lancer le quiz. Donc, vous allez avoir une petite fenêtre pop-up qui va s'afficher dans quelques secondes. Et puis, vous avez toujours, hein, le fil de discussion ou à l'oral, comme vous préférez. Alors, pour l'instant, j'ai une réponse A, une réponse B, 2 réponses B. 3, donc ça se partage entre le A et le B et le C. Voilà, c'est assez partagé. OK. Eh bien, la bonne réponse, c'était 20. Effectivement, 20 accouchements vont pouvoir être financés grâce aux 61 000 € de cotisation dont s'est acquittée Julie pour ses 8 salariés. Voilà, donc maintenant que le décor est posé, on va passer à un sujet qui vous concerne directement, votre statut. Parce que devenir indépendant ou indépendante, ce n'est pas seulement choisir une activité, c'est aussi choisir un cadre juridique et social qui va influencer vos obligations, vos cotisations et vos droits. Alors, votre statut juridique a un impact direct sur votre protection sociale. Ce n'est pas seulement une question de forme d'entreprise.
votre retraite, votre couverture maladie, vos allocations, tout va dépendre du statut que vous allez choisir. Pour l'entreprise individuelle, comme vous le voyez à l'écran, vous êtes travailleur indépendant, affilié à la sécurité sociale des indépendants et, détail important, la mention EI doit figurer sur tous vos documents professionnels. Pour le URL, c'est la même logique, vous restez travailleur indépendant, mais c'est dans le cadre d'une SARL à associé unique, donc avec 100% du capital social entre vos mains. Pour une SARL avec gérant majoritaire, vous êtes toujours considéré comme travailleur indépendant dès lors que vous détenez plus de la moitié du capital social, que ce soit seul ou avec vos co-gérants. Et puis, il y a le dirigeant assimilé salarié, donc comme par exemple le président d'une SASU, qui relève, lui, du régime général, donc qui n'est pas concerné par ce webinaire. Alors, comment trouver le statut qui vous correspond le mieux? Donc, on a mis à votre disposition un simulateur très utile sur le site de l'URSSAF, donc mon-entreprise.ursaf.fr simulateur/comparaison régimes sociaux. Et en quelques clics, vous allez pouvoir comparer les régimes sociaux et vous allez pouvoir visualiser tout ce qui va coller à votre situation personnelle. Pour illustrer tout ça, je vous présente la SARL Club 51. Donc, elle est dirigée par 4 co-gérants. Donc, on a Léa qui détient 47%, Paul qui détient 1%, Camille qui détient 2% des parts sociales et enfin Hugo qui, lui, détient 3%. Donc, individuellement, il y en a 3 d'entre eux qui n'ont quasiment rien, mais vous voyez qu'ensemble, ils forment ce qu'on appelle un collège de gérance qui, au total, détient 53% du capital social. Et donc, c'est là que tout se joue, parce que même si chacun ne dépasse pas les 50%, le collège de gérance, lui, il est majoritaire. Donc, le résultat, ça va être que les 4 co-gérants vont être considérés comme gérants majoritaires et donc comme travailleurs indépendants. Et donc, qui dit gérant majoritaire, travailleur indépendant, dit affilié à la sécurité sociale des indépendants. Alors, toutes les professions indépendantes ne sont pas rattachées aux mêmes régimes sociaux. La nature aussi de votre activité va tout changer, votre caisse de retraite, mais aussi les taux de cotisation qui vous sont applicables. Donc, les artisans, donc par exemple les coiffeurs, boulangers, plombiers, peintres, et les commerçants, vendeurs en e-commerce, les détaillants, ils sont tous affiliés donc à la sécurité sociale des indépendants avec une retraite gérée par la CARSAT, avec un taux global de cotisation qui avoisine les 50% du revenu net. Pour les professionnels libéraux non réglementés, donc par exemple des consultants, des coachs, des graphistes, donc qui ne sont pas affiliés à un ordre particulier, ils dépendent eux aussi de la sécurité sociale des indépendants, mais avec un taux un petit peu plus léger, en tout cas au niveau de l'URSSAF, qui tourne autour des 45% du revenu net, puisqu'en fait, du revenu net à l'URSSAF. Et enfin, j'ai un petit peu mélangé les réglementés et non réglementés, désolée pour ce petit lapsus. Et puis enfin, les professions libérales réglementées, donc comme les avocats, les médecins, les architectes, donc affiliés à un ordre, là, petit changement de décor. La retraite, comme elle est assurée par une caisse spécifique, comme la CNBF par exemple pour les avocats, la CIPAV pour d'autres professions, la CARMF pour les médecins ou la CARPINCO pour les infirmiers. Et donc, du coup, les taux vont être variables, souvent entre 30 et 45% selon la profession. Là, on vous a mis aussi, ça reprend la même chose, mais sous une forme un petit peu plus visuelle, pour que vous voyez en fonction de la nature de votre activité, de quel régime retraite vous allez être affilié. À quel régime retraite vous allez être affilié. Voilà, donc maintenant que vous savez comment votre statut et votre activité déterminent votre protection sociale, on va passer à la suite logique.
vos obligations. Parce qu'être indépendant, c'est pas seulement choisir un statut, c'est aussi savoir ce qu'il implique au quotidien. Et je vais laisser la parole à Pascal. Je remettais mon micro, désolé, ça a pris un peu de temps. Je voulais vous indiquer que l'une des premières obligations, c'est de faire figurer sous tous les documents, factures, devis, la dénomination sociale de votre entreprise. Donc, SARL, EURL, si c'est le cas, ou entreprise individuelle en mentionnant EI si vous êtes entrepreneur individuel au réel. Ceci est une obligation pour que vos clients soient informés s'ils ont affaire à une personne morale ou à une personne physique. Mais le deuxième effet pour ceux qui sont en entreprise individuelle, c'est aussi de protéger votre patrimoine personnel et donc de différencier le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Et ceci, c'est une obligation depuis le 15 mai 2022 et avec ce double effet de la protection du patrimoine personnel. La deuxième obligation, dès lors que vous avez des clients qui sont des particuliers, c'est de faire le choix d'un médiateur de la consommation. Vous voyez là, vous retrouvez le lien pour accéder à ce choix. Hein. C'est des médiateurs qui sont référencés et vous devez les choisir. Ce médiateur a pour but de gérer un conflit à l'amiable avec vos clients. Vous devez le faire figurer également sur l'ensemble des factures pour que ce client puisse directement pouvoir contacter ce médiateur de la consommation en cas de litige. Hein. Vous aurez un coût qui peut aller d'une quarantaine d'euros pour une année ou pour voire 3 ans. Et ensuite, il y aura un coût supplémentaire si l'un de vos clients fait appel à lui pour une médiation. Et là, le coût peut être entre 60 et 120 euros en fonction de si c'est une médiation simple ou plus complexe et des montants engagés dans cette facture et dans cette médiation. Donc, vous avez cette obligation dès lors un seul de vos clients est un particulier. Si l'ensemble de vos clients sont des professionnels, vous n'avez pas cette obligation. Et donc, je vous disais bien que ce médiateur est là pour régler un conflit à l'amiable et pour trouver une solution. C'est pas pour régler les problèmes financiers de votre entreprise. Là, c'est autre chose où vous serez soit contraint selon que vous ayez une activité dans le BTP ou dans la santé ou dans les transports, ou même si vous êtes expert comptable, par exemple, c'est de prendre une responsabilité civile professionnelle. Mais pour toutes les autres professions, ce n'est pas une obligation, mais nous vous conseillons vivement de prendre cette responsabilité civile professionnelle. Elle est là pour vous protéger. Si vous ne le faites pas, vous devenez votre propre assureur et vous devrez faire face aux frais qui seraient engagés si vous deviez endommager le bien d'un client ou si vous aviez un conflit avec celui-ci. Donc, vous pouvez rajouter la protection juridique. Il y a différentes choses qui peuvent être ajoutées ou la perte d'exploitation. Mais la base de cette assurance, c'est vraiment la responsabilité civile professionnelle, puisque votre responsabilité civile personnelle ne pourra pas entrer en ligne de compte au niveau de votre entreprise. Merci Pascal. Donc, place maintenant à un autre pilier essentiel de votre activité, le régime fiscal et l'assiette de vos cotisations. Donc c'est là qu'on voit comment vos revenus sont calculés, quelles charges entrent dans le jeu et surtout comment tout cela va déterminer le montant de vos cotisations. Donc avant de plonger dans le sujet, je vous propose encore un petit sondage express cette fois-ci pour savoir quel est votre statut d'indépendant. Est-ce que vous êtes gérant de URL ou de SARL ou entrepreneur individuel? Donc, comme tout à l'heure, le sondage va apparaître sur votre écran. Soit vous cliquez, soit vous nous répondez dans le fil de discussion.
SARL. On a quand même, a priori, plutôt une majorité d'entrepreneurs individuels, hein. OK, merci pour vos réponses. Ouais. Alors, selon le statut juridique que vous avez choisi, votre entreprise peut relever, par défaut ou sur option, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, le petit tableau qu'on vous a inséré dans le support résume tout ça très simplement. Que vous soyez en entreprise individuelle, en URL ou en SARL avec gérance majoritaire, vous avez potentiellement accès aux deux régimes, hein, l'IR ou l'IS. La différence va se jouer surtout dans la manière de déclarer. À l'impôt sur le revenu, c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui déclarez le résultat de l'entreprise sur votre déclaration personnelle avec les formulaires 2042 et 2042 CPRO. Avec l'impôt sur les sociétés, là, c'est l'entreprise elle-même qui déclare via une déclaration de résultat, donc 2065-SD. C'est un petit peu technique, donc si vous voulez en savoir plus, on vous invite bien évidemment à contacter votre centre des impôts sur le site impôts.gouv.fr. Alors, comment se calcule l'assiette de vos cotisations quand vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu? Le principe, il est simple. Vos cotisations de sécurité sociale vont être calculées sur le même revenu que celui utilisé pour l'impôt sur le revenu. Autrement dit, on va partir de votre bénéfice net imposable, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins vos charges professionnelles. Point important, même si vous bénéficiez d'exonérations fiscales, elles ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale. Alors, pour rendre tout ça un petit peu plus concret, on va prendre l'exemple de Pierre, qui est commerçant en entreprise individuelle. Donc, sur l'année, son magasin réalise 70 000 € de chiffre d'affaires. Il a 25 000 € de charges, achat, loyer, assurance, frais divers. On va faire la soustraction. Donc, 70 000 moins 25 000, on arrive à 45 000 €. Et donc, ces 45 000 €, c'est son revenu d'activité, celui qui va servir aujourd'hui de base pour calculer ses cotisations sociales. C'est ce qu'on appelle son revenu net fiscal. Donc, je dis bien aujourd'hui parce que se profile une grande nouveauté et à partir d'avril 2026, la règle va changer. Votre assiette de cotisation ne sera plus calculée sur votre revenu net fiscal, mais sur un revenu brut avec un abattement de 26%. Ce nouveau mode de calcul, on y reviendra tout à l'heure avec Pascal, et sera plus simple et plus lisible et surtout va permettre d'éviter les écarts entre revenu fiscal, revenu social et votre réalité économique. Quand vous êtes imposé à l'impôt sur les sociétés, là, la logique, elle change complètement. Vos cotisations sociales ne sont plus calculées sur un bénéfice, mais bien sur votre propre rémunération, c'est-à-dire ce que vous allez vous verser en tant que dirigeant. Concrètement, l'assiette, elle va correspondre à votre rémunération nette imposable, c'est-à-dire votre rémunération brute, moins vos frais réels et vos propres cotisations sociales. Et point important, le fameux abattement fiscal de 10%, donc qui est très pratique pour l'impôt, il ne s'applique pas pour vos cotisations sociales. Donc pour l'URSSAF, on reste bien sur du réel. Ensuite, il y a la question des dividendes. Et c'est souvent là que les surprises arrivent, hein. Les dividendes que vous percevez sont soumis aux cotisations sociales pour la part qui va dépasser 10% du capital social, des primes d'émission et des apports en compte courant que vous avez apportés en tant que gérant majoritaire. Là aussi, un petit exemple, donc avec Léa, l'une des co-gérantes de la SARL Club 51 qu'on a vu tout à l'heure. Donc Léa, elle a apporté 37 500 € au capital social, ce qui va servir donc pour calculer la part de dividende qui est éventuellement soumise à cotisation. Sur l'année, la société, elle réalise 150 000 € de chiffre d'affaires. Léa, elle va se verser une rémunération mensuelle de 3 500 €, soit 42 000 € de rémunération annuelle. En fin d'année, la société va lui verser 10 000 € de dividendes. Et donc, c'est là que la règle des 10% va s'appliquer. On va calculer d'abord 10% de son apport au capital, soit 3 750 €.
Et donc, cette part-là, elle ne rentre pas dans l'assiette sociale. Le reste, oui. Donc, on arrive à 10 000 moins 3 750 euros, donc les 6 250 euros de dividendes à réintégrer dans l'assiette. On additionne le tout, donc les 42 000 plus les 6 250 euros de dividendes, et on arrive à 48 250 euros. Donc, c'est bien ce montant-là qui va constituer le revenu d'activité de Léa pour le calcul de ses cotisations sociales. Alors maintenant qu'on sait comment se calcule l'assiette de vos cotisations selon votre régime fiscal, on va s'intéresser à un moment très particulier de la vie d'un indépendant, c'est-à-dire le début de son activité. C'est une période un petit peu à part, avec des règles spécifiques, des calculs adaptés, puis même des aides, comme l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, qui va alléger assez sensiblement les cotisations des 12 premiers mois d'activité. Et donc, je vais laisser Pascal à nouveau vous expliciter tout ça. Oui. Donc, il y a une première partie. Cette première partie est de 90 jours où vous disposez de ce temps pour faire éventuellement des modifications, des ajustements sur votre statut, mais aussi c'est le délai pendant lequel l'URSSAF ne vous demandera aucun paiement. À partir du moment où vous avez procédé à vos démarches sur l'INPI, vous êtes officiellement travailleur indépendant puisque dans la foulée, l'URSSAF va vous affilier et vous serez considéré comme travailleur indépendant. Je vous disais, on ne vous réclamera rien au niveau des cotisations pendant ces 90 jours et après ces 90 jours, vous commencez les avis d'appel de cotisation et le paiement des cotisations. Donc, on va vous accorder de façon systématique l'ACRE, donc l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Celle-ci pourra être maintenue une fois que vous connaissez l'année suivante, quand on connaîtra définitivement votre revenu, selon la hauteur de ce revenu. Si ce revenu annuel est inférieur à 35 325 euros, on maintiendra l'exonération et dans son intégralité. Si le revenu est compris entre ces 35 325 et 47 100, vous aurez une exonération partielle qui sera maintenue et dès lors que votre revenu de cette première année d'activité sera supérieur à 47 100, le plafond de sécurité sociale, il n'y aura plus d'exonération du tout et celle-ci sera complètement supprimée sur l'avis de régularisation. Mais je vous expliquerai un peu plus tard comment fonctionne cet avis de régularisation qu'on appelle le 3 en 1. À savoir qu'il faut penser à proratiser ces bases selon la date de début de votre activité. Il y aura un nombre de jours qui sera déterminé entre votre premier jour d'activité et le 31 décembre et il faudra penser à proratiser ces montants en fonction de ce chiffre. Par exemple, pour un début d'activité au 1er mars, il y a 306 jours entre le 1er mars et le 31 décembre et vous pouvez prendre ces montants, les multiplier par 306 et les diviser par 365 pour obtenir les limites d'exonération pour quelqu'un qui démarre le 1er mars. Les cotisations pendant cette période d'exonération qui dure un an de date à date, celles qui sont exonérées, c'est les cotisations maladie, les cotisations invalidité décès, la retraite de base et les allocations familiales et les indemnités journalières, bien entendu, qu'on appelle souvent sur vos avis d'appel la maladie 2. Par contre, celles qui restent et qui ne sont pas exonérées, c'est la retraite complémentaire avec un taux de 7%, la CSG-CRDS avec un taux de 9% et la formation professionnelle qui, elle, a un montant forfaitaire. Pendant cette première année d'activité et le début de la deuxième année d'activité jusqu'à ce qu'on connaisse le revenu de votre première année d'activité, que vous fassiez votre déclaration d'impôt, on met vos cotisations sur ce qu'on appelle une base forfaitaire première année d'activité. Donc, si l'année est complète, encore une fois, que vous démarrez votre activité le 1er janvier de l'année, on estime que vous allez gagner 8 949 euros. Ce montant ne sort pas du chapeau, il est déterminé par un décret ministériel et il est modifié chaque année. Et donc, on estime ce montant
de gains pour cette première année, hein, soit de bénéfices si vous êtes en entreprise individuelle, soit de rémunération si vous êtes en SARL ou en URL. Et donc, les cotisations qui ne sont pas exonérées, je vous ai dit que c'est la retraite complémentaire. Donc, vous vous retrouvez avec un montant de retraite complémentaire avec ce revenu à 626 €, la CSG-CRDS à 868 et la cotisation formation à 118 ou 137 € selon que vous êtes artisan, commerçant, que vous avez un conjoint collaborateur ou pas. Pour les professionnels libéraux, vous avez le même petit tableau à côté. Vous voyez que le total fait 1791 à la place de 1636. Les montants sont légèrement différents. Pensez à créer votre espace sur www.ursaf.fr pour avoir accès à ces informations et mieux comprendre le montant des cotisations qu'on vous réclame. On a également mis un petit exemple, comme tout à l'heure, hein, pour nous, les choses sont un peu plus concrètes dans les explications lorsqu'on prend un exemple. Donc, on prend Mathieu qui est artisan menuisier, qui a débuté le 1er mars hein, et pour qui on va proratiser cette base de forfait première année. Hein. Donc, je vous disais, il y a 306 jours entre le 1er mars et le 31 décembre. Donc, on prend ces 8 949 € qu'on multiplie par 306 et qu'on divise par 365. Donc, on estimera que Mathieu, pour sa première année, va gagner 7 502 €. Et il aura une cotisation retraite complémentaire sur cette base-là de 542 €, 803 € de CSG-CRDS et 137 € de cotisation de formation puisqu'il est artisan menuisier, Mathieu, et celle-ci n'est pas proratisée au nombre de jours. Donc Mathieu, pour l'année 2025, on lui réclamerait 1 482 € sur une base de 7 502 €. Est-ce que c'est clair pour vous? Pas d'autres questions? Donc, je vais poursuivre avec les cotisations. Oui, effectivement, on va maintenant évoquer le fonctionnement normal Et même sur le micro, ton micro. La souris ne voulait pas aller. Elle le devait. Donc, j'ai réouvert mon micro. Donc, cette cotisation, je vous disais, en début d'activité est réclamée sur cette base, mais sachez effectivement que vous pouvez la moduler si ce n'est pas le cas. Hein. J'y reviendrai largement sur la modulation. Vous allez m'entendre me répéter, mais c'est quelque chose de très important parce que une fois qu'on est en régime de croisière, on prend le dernier revenu connu. Donc, à partir de la 3e année, on prend en compte le revenu de la première année. Puis, quand vous déclarez votre revenu au mois de mai, entre mai et juillet, on va prendre le revenu de l'année précédente et ainsi de suite. Et on va d'abord calculer les cotisations de façon provisoire sur soit effectivement 2 années auparavant ou l'année précédente, ou comme le début d'année sur ce forfait début d'activité. Rien ne vous empêche d'estimer ce revenu ou de nous demander de le faire à la hausse, à la baisse. Ça peut très bien, en début d'activité, être quelqu'un qui reprend l'activité de son ancien chef d'entreprise, je dirais, et qui va avoir le même revenu que cette personne, parce que l'entreprise existe déjà depuis très longtemps, que les clients le connaissent, mais ça peut aussi être quelqu'un qui ne se verse rien la première année ou qui ne fera pas de bénéfices parce qu'il y a un gros investissement. Et là, il faut vraiment que les cotisations soient adaptées à la situation pour ne pas mettre à mal la trésorerie de l'entreprise. Hein. Les échéanciers, je vous disais, peuvent être personnalisés et le taux des cotisations, on va les voir les unes après les autres dans le tableau qui va suivre. Hein. Donc,
vous vous retrouvez avec l'ensemble du forfait social. Il y a la maladie, la maternité, les indemnités journalières. Donc là, les taux sont différents. Pour les indemnités journalières, c'est un taux fixe à 0,5%. Mais pour la maladie, selon la grandeur de votre revenu, ça va aller de 0 à 6,7% ou 6,5% selon votre activité. La retraite, par contre, elle, le taux est fixe, il est de 17,75 jusqu'à 47 100 euros. Au-delà, ça ne sera pas non plus générateur de droits retraite, mais le taux pour des revenus au-delà de 47 100 est de 0,60%. Pour la retraite complémentaire, par contre, le taux est de 7% jusqu'à 43 891 et passe à 8% dès lors qu'il est supérieur à ce montant et jusqu'à 188 400. Il n'y a plus du tout de cotisation pour un revenu au-dessus de 188 400, bien entendu que sur la part supérieure à ce montant-là. Vous avez aussi une cotisation invalidité décès. Le taux de cotisation est de 1,30. Là aussi, si vous avez des cotisations, c'est qu'il y a un droit. Donc, sachez qu'un droit au capital décès s'ouvre, que ce droit au capital décès est ouvert auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, avertissez vos ayants droit. S'il devait vous arriver malheur, ils doivent faire une demande auprès de la caisse primaire, à savoir que c'est ouvert uniquement aux ayants droit directs. Ça veut dire soit une personne à charge, et c'est dans cet ordre-là, soit un époux ou une épouse, soit des enfants, soit des parents. Donc, s'il n'y a pas de personnes à charge, on passe au niveau de l'épouse. S'il n'y a pas d'épouse, on passe au niveau des enfants et ainsi de suite jusqu'à arriver aux parents. S'il n'y a aucune de ces personnes-là, le capital décès ne sera jamais versé à qui que ce soit. Mais vous pouvez tout de suite télécharger ce formulaire sur amélie.fr et aviser vos ayants droit qu'ils devront faire la demande. Parce que si personne ne fait la demande, ce capital représente un peu plus de 8 000 €, personne ne le versera. Donc, il est important pour tout l'ensemble des droits de faire les demandes. Il en est de même pour, on voit la cotisation suivante qui est les allocations familiales. Si vous avez droit à la prime d'activité, charge à vous ou au RSA de faire une demande auprès de la caisse d'allocation familiale. Vous cotisez également pour la CSG-CRDS et pour la cotisation formation. Pour toutes ces cotisations, nous ne sommes que le collecteur des cotisations et c'est des organismes prestataires qu'il faut demander l'ensemble des droits. On y reviendra plus largement plus tard. Vous voyez qu'en tant que travailleur indépendant, vous ne cotisez pas pour 3 cotisations. Le risque accident du travail, donc là, sachez que vous pouvez vous renseigner auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour cotiser volontairement au risque accident du travail. Vous ne cotisez pas non plus pour le chômage. Là, vous pouvez prendre une prévoyance et vous ne cotisez pas non plus pour le régime local. Donc, automatiquement, vous passez au régime général avec des remboursements à 70%. Pensez à prendre une complémentaire santé. Encore une fois, on aime bien les petits exemples avec Laurence. Donc, on vous a pris l'exemple de Sabrina, qui est fleuriste et qui se trouve en 3e année d'activité. Ses cotisations, par défaut, jusqu'à cette période-là, sa déclaration de revenus était calculée sur la base forfaitaire. Elle décide d'ajuster ses cotisations en faisant une estimation de son revenu 2025, non pas sur les 9 000 €, mais sur 18 000 €. Et là, sur 18 000 €, les cotisations vont être calculées, chacune avec leur taux. Vous avez l'exemple sous les yeux, 18 000 fois 0, ça fait toujours 0. Les cotisations maladie, elles, le taux est de 0,5, donc ça fera 94 €. Je vous passe l'ensemble des cotisations et vous voyez qu'après, on additionne le tout et elle arrive sur 18 000 € à un total de cotisation à 6 647 € puisqu'elle est en 3e année d'activité et qu'elle n'a plus d'exonération à craindre. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? N'hésitez pas à ouvrir vos micros et à nous poser des questions si nécessaire. On vous a remis le même petit tableau avec des cotisations pour les régimes, pour les gens qui relèvent de la STIPAV et qui sont donc professionnels libéraux
non réglementés, hein, puisque les taux de cotisation qu'on vous a montrés précédemment étaient ceux des artisans commerçants. Et nous vous avons mis un troisième tableau. Hein, je ne vais pas vous donner tous les taux de cotisation. Vous les retrouverez puisqu'on vous transmettra le support où vous pourrez regarder le replay sur YouTube. Pour ceux qui sont professionnels libéraux réglementés, là aussi, il y a des taux de cotisation qui sont différents et les cotisations retraite dans ce cadre-là sont versées à votre organisme de retraite comme la CARMF, la CIPAV, pas la CIPAV, pardon, la CNBF ou la CAVAMAC selon votre activité. Il faut savoir également qu'en cas de revenus ou de rémunération à zéro, hein, donc ou même voire de déficit, il y a des cotisations minimales. Ces cotisations minimales vous garantissent des droits, notamment des droits à la retraite pour que vous puissiez au minimum valider 3 trimestres. Hein. D'année en année, cette cotisation minimale retraite a augmenté. Au départ, elle permettait la validation d'un, puis 2, et aujourd'hui, le législateur a monté ce taux de cotisation pour que si vous n'avez pas de bénéfice, vous validiez au moins 3 trimestres. Et ça vous garantit aussi, au niveau des indemnités journalières, cette cotisation minimale, à des indemnités journalières minimales qui sont de l'ordre de 26 €. Hein. Donc, cette cotisation minimale peut sembler importante. Elle approche, on va le voir tout à l'heure, 1 200 € à l'année, mais elle vous garantit des droits sociaux qui sont, à mon sens, très importants. À savoir aussi que si vous avez pour les premières années d'activité que 3 trimestres de validés, pensez à faire une demande de rachat qu'on appelle Madelin auprès de la CARSAT pour valider ce 4e trimestre. Parce que si vous faites cette demande de rachat dans les 6 années qui suivent sur cette année où vous avez eu un faible revenu, le coût du rachat du trimestre est d'environ 450 à 700 €. Alors que si vous laissez passer 6 années, qu'au bout de 10 ans, vous voulez racheter ce trimestre, on passe en rachat Fillon et le rachat coûte plus de 7 000 € le trimestre. Donc, pensez à faire des demandes de rachat auprès de votre organisme de retraite, si tel devait être votre cas. Donc, vous retrouvez là sous vos yeux le tableau des cotisations minimales pour les artisans commerçants. Hein. Je vous disais, au total, ça représente 1 200 €, grossièrement une centaine d'euros par mois si vous choisissez la mensualisation de vos cotisations. Mais c'est certain que quand on ne gagne rien, payer 1 200 € à l'année, ça peut paraître rude, mais la garantie des droits sociaux et les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail sont quand même quelque chose de sécurisant. Donc, je trouve que cela a une importance primordiale de payer ces cotisations minimales parce que, bien entendu, pour avoir des droits, il faut que les cotisations soient payées auprès des URSSAF. Et vous avez le même tableau qui est mis à votre disposition si vous êtes professionnel libéral réglementé ou si vous êtes professionnel libéral non réglementé, cette fois-ci sans la cotisation minimale retraite puisqu'elle n'est pas réclamée par l'URSSAF. Je reviens sur la modulation. Hein, je vous ai dit que ça serait une ritournelle au courant de ce webinaire et je vous explique pourquoi il est important de demander une estimation et une modulation de ces cotisations sur ce revenu estimé. Parce que vous avez vu que les cotisations qu'on vous réclame sont un pourcentage de ce que vous estimez gagner. On ne vous demande pas de justificatif quand vous estimez le revenu. Ça peut très bien être en tout début d'activité. Vous souhaitez que l'ensemble des revenus qui sont tirés de l'activité restent dans l'entreprise pour pouvoir investir dans cette entreprise et peut-être que parallèlement, vous touchez encore de l'ARE de France Travail. Et donc, si on vous réclame des cotisations au début d'activité sur 0, eh ben, on va vous réclamer que la cotisation formation qui est à peine supérieure à 100 €, alors qu'on a vu tout à l'heure que si on reste sur la base forfaitaire des presque 9 000 €, on vous réclame plus de 1 500 €. Donc, entre payer 100 et payer 1 500, il y a un monde.
Et dans l'autre sens, si par exemple vous reprenez l'entreprise du chef d'entreprise qui vient de partir à la retraite et que vous étiez déjà salarié depuis très longtemps dans cette entreprise et que vous vous versez 40 000 € en tant qu'artisan ou commerçant, les cotisations vont être de 20 000 €. Donc, entre 1 500 et 20 000, vous imaginez le rattrapage l'année suivante, plus l'ajustement. C'est vraiment des sommes qui deviennent conséquentes et qui mettront à mal l'entreprise l'année suivante. Donc, estimer son revenu quand le revenu que l'URSSAF prend en compte n'est pas adapté, c'est vraiment quelque chose d'important. On vous a encore mis un petit exemple de Paul, Léa, Camille et Hugo qui sont co-gérants de la SARL et qui ont démarré le 1er janvier. Par défaut, leur cotisation, je vous ai dit tout à l'heure, est réclamée sur 8 949 € et ça représente 1 612 € de cotisation. Finalement, pendant ces 10 mois d'activité, ils ne vont pas se verser une rémunération constante. Au départ, ils ne vont rien se verser du tout. Et sur les 2 derniers mois de l'année, sur novembre et décembre, ils vont se verser une rémunération de 1 800 €. Donc, ils vont toucher 3 600 € chacun. Ben, vous voyez que les cotisations qui leur seront réclamées, je vous passe les pourcentages encore une fois, au total, on va leur réclamer 791 € à la place des 1 600. Et si on réclame 1 600 à chacun d'entre eux plutôt que 791, c'est du simple au double, eh ben, ça met peut-être à mal l'entreprise puisque Hugo, Camille, Léa et Paul ont choisi que ce soit l'entreprise qui paye ses cotisations. 4 fois 800 € de différence, vous voyez tout de suite que pour la trésorerie de l'entreprise, ça peut être compliqué. Donc vraiment, il est important de demander une estimation de faire une estimation de son revenu et de demander à ce que les cotisations soient recalculées sur cette base-là pour vraiment ne pas mettre à mal la trésorerie de l'entreprise. Ensuite, que se passe-t-il quand Léa, Camille, Hugo et Paul vont déclarer leurs revenus et ils vont le faire au mois d'avril-mai, au moment de la déclaration d'impôt, puisque c'est auprès du centre des impôts que cette déclaration se fait et ça va avoir un impact sur le calcul des cotisations définitives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure que nous appelons dans notre jargon le 3 en 1. Donc, ça va calculer définitivement les cotisations 2025. Ça va ajuster les cotisations 2026 sur ce montant de revenus et il y aura également, à titre informatif, les premiers montants des cotisations 2027 qui seront indiqués sur ce document. On vous a mis un petit tableau peut-être qui est plus visuel. Donc, en avril 2026, ils déclarent leurs revenus de 2025. Jusqu'à présent, c'était calculé sur le revenu de 2024 ou sur le forfait début d'activité. Et on va calculer cette année 2025 de façon définitive. Puis, on va ajuster les cotisations 2026 sur ce montant de revenu 2025 et on va également calculer les premières cotisations de 2027. Laurence, tout à l'heure, vous a indiqué qu'il y avait une réforme qui était en cours et que la base de calcul ne va plus être la même parce qu'auparavant, effectivement, la cotisation CSG et CRDS était calculée sur le revenu plus les cotisations versées à l'URSSAF, moins la CSG CRDS et moins la cotisation formation. Maintenant, on va prendre le revenu net fiscal en EI et pour les gérants, le bénéfice net imposable et il va y avoir un abattement de 26% qui sera forfaitaire et ça sera cet élément-là qui sera la base de calcul de l'ensemble des cotisations, même la cotisation CSG CRDS. Et vous voyez bien que c'est la base de calcul diminuant, le montant qu'on va vous réclamer sera moins élevé, mais en contrepartie, il y a des taux de cotisation qui vont être révisés et cette fois-ci à la hausse. Donc, l'un dans l'autre, le montant des cotisations
payé restera le même, mais les montants, le taux de cotisation qui va augmenter, c'est le taux de cotisation maladie et de retraite complémentaire. Et obligatoirement, donc la cotisation maladie, c'est pour diminuer le trou de la sécurité sociale. Et la retraite complémentaire, c'est pour vous ouvrir des droits à retraite complémentaire plus importants. Donc, vous ne payerez pas plus à l'avenir, hein, et ça sera déjà sur les cotisations 2025 au moment de la régularisation de 2026, mais vous allez augmenter vos droits à retraite complémentaire. Encore une fois, on a mis un petit tableau comparatif. Grâce à la réforme, Élodie bénéficie d'une assiette plus simple et plus lisible, hein, et auparavant, elle payait 29 000 € de cotisation et après la réforme, avec cette base, elle aura des cotisations, pardon, je vous ai dit qu'elle payerait des cotisations, mais c'est la base de calcul, pardon. Donc, elle a un chiffre d'affaires de 45 000. Élodie, elle a des charges professionnelles de 12 000, des cotisations sociales de 4 000, et avant, la base de cotisation aurait été de 29 000. Maintenant, la base de cotisation, elle est sur les 45 000 moins les 12 000, on ne tient plus compte des cotisations sociales. Donc, sa base avec cet abattement de 26% est de 24 420 €. Là aussi, on a remis la différence entre aujourd'hui et demain. Hein, donc, jusqu'en mars 2026, le taux de cotisation maladie était de 6,5, il passera à 8,5. Le taux de cotisation retraite complémentaire déplafonnée, la retraite de base était déplafonnée, était à 0,60 et il passe à 0,72. Et pour la retraite complémentaire, il passe de 7 à 8,1. Et pour ce qui est des revenus qui sont au-delà de 38 000, il passe de 8% à 9,1%. Et pour ceux qui sont professionnels libéraux réglementés, ils passent de 8,23 à 8,72. Donc, tout ça pour augmenter vos droits sociaux. Merci Pascal. Alors, des cotisations pour des prestations, c'est un petit peu notre mantra. Hein. Donc, on va voir maintenant très concrètement ce à quoi vos cotisations URSSAF peuvent vous donner droit en termes de prestations, santé et retraite. Désolée, je prends à chaque fois un peu de temps pour remettre ce micro. Donc, je vous parlais tout à l'heure du droit du régime local ou pas régime local. Donc, et vous disais qu'il était important de prendre une complémentaire, mais les droits maladie, ce n'est pas que les remboursements médicaux, ce sont aussi les indemnités journalières. Et les indemnités journalières, elles sont calculées comme pour un salarié, pas sur la même période de référence, mais elles représentent 50% du revenu d'activité, avec un revenu d'activité au minimum égal à 18 000 et quelques euros, qui est la base minimale, hein, les cotisations minimales que vous payez pour ces indemnités journalières et qui vous donnent droit à, je vous disais 26 €, mais c'est 25,80 € dans la réalité des faits. Donc, encore une fois, si les cotisations sont versées. Donc, pendant les 12 premiers mois, c'est ce qu'on appelle une période de carence, vous conservez les droits sur le régime d'affiliation précédent, s'il y en a un. Et à partir de 12 mois d'affiliation, c'est le revenu en tant qu'indépendant qui sera pris en compte. Donc là, encore une fois, on a pris un exemple, celui de Joseph qui est ostéopathe et qui tombe malade. Il a droit à des indemnités journalières à partir du 4e jour. Il y a, comme pour les salariés hors Alsace, 3 jours de carence. Il doit, comme pour un salarié, envoyer son arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie dans les 48 heures et arrêter toute activité. Hein. S'il est arbitre de foot le dimanche, eh ben, Joseph ne pourra pas aller arbitrer le match dimanche. Il devra rester au chaud dans son lit ou à la maison. Il n'aura pas plus le droit de peindre les volets. Il doit vraiment être au repos et prendre soin de sa santé.
Comment seront calculées les indemnités journalières de Joseph? Eh ben, c'est l'URSSAF qui va transmettre à la caisse primaire le revenu d'activité cotisé. Hein, il faut bien que les cotisations soient payées des 3 dernières années. Une moyenne sera faite sur ces 3 ans et on va lui attribuer, la caisse primaire d'assurance maladie va lui calculer des indemnités journalières et lui verser sur la moyenne de ces 3 revenus des 3 dernières années et avec ce minimum de la cotisation minimale et ce montant va être, je cherche mes mots, excusez-moi, va être calculé en fonction du revenu. Pour un salarié, c'est 3 mois. Pour les indépendants, c'est effectivement 3 ans. Donc, si il a les 3 années 47 000 de moyenne, hein, il aura des indemnités journalières maximum de 64,52 €. S'il est en profession libérale réglementée, par contre, c'est le triple de ce montant parce que les conditions ne sont pas les mêmes au niveau du nombre de jours de perception. Le nombre de jours de perception est de 360 jours sur 3 ans pour les artisans, commerçants et les professionnels libéraux non réglementés et limité à 90 jours pour les professionnels libéraux réglementés. Donc là, encore une fois, je vous dis que c'est 1/730e de la moyenne des 3 dernières années. Pourquoi 730? Parce que les indemnités journalières, comme pour les salariés, c'est 50% et qu'il y a 365 jours dans une année. Donc, 365 fois 2, c'est pour ça qu'il y a 730. Donc, quand on est salarié, et surtout en Alsace, il y a le maintien de salaire. Et il y a la prévoyance que prend l'employeur qui verse les autres 50%. Donc, il est important pour vous de penser à prendre une prévoyance ou si vous ne le faites pas, d'avoir en tête que vous ne serez remboursé qu'à hauteur de 50% de votre revenu professionnel. Et parfois, ça peut mettre à mal aussi bien votre trésorerie personnelle que la trésorerie de l'entreprise. Une simple jambe cassée vous immobilise pendant 3 mois, ben vous pouvez vous retrouver avec que 50% du revenu que vous avez habituellement. Donc, pensez bien que ces indemnités journalières représentent 50% du revenu d'activité et que c'est la moyenne des 3 dernières années. Pourquoi 3 ans et pas 3 mois? Parce que les indépendants ont des revenus fluctuants et que cela semblait plus juste d'avoir une moyenne sur les 3 dernières années. À savoir que ces prévoyances que vous pouvez prendre, hein, elles peuvent débuter à 3 jours, à 30 jours, à 90 jours, et ça peut être différent pour un arrêt maladie classique ou s'il y a hospitalisation. Donc, à vous de faire ce choix, mais soyez vigilants dans votre choix. Et il y a un régime qui est forfaitaire et il y a un régime qui est indemnitaire. Si vous touchez une très petite somme et qu'on vous verse 600% de pas grand-chose, ou si les cotisations URSSAF ne sont pas réglées, par exemple 600% de 0, vous n'aurez rien. Alors que si vous choisissez un régime forfaitaire, c'est vous qui déterminez avec votre assureur, votre banquier, le montant de l'indemnité journalière qui vous sera versée. Vous aurez des cotisations pour cette prévoyance santé, hein, qui est différente de la complémentaire santé, qui sera totalement différente. Donc, quand vous faites faire des devis, et faites attention dans les devis à ce qu'on vous propose et faites un choix éclairé. Donc, on a toujours notre exemple de Joseph qui est ostéopathe et il a gagné 135 000 € en revenus cotisés en 2022, 145 000 en 2023 et 120 000 en 2024, ce qui fait 400 000 € au total. On divise par 3 pour faire une moyenne annuelle. Il a une moyenne annuelle de 133 333, ce qui dépasse largement le plafond de sécurité sociale. On divise non pas ces 133 000 par 730, mais le plafond de sécurité sociale à 47 100. Donc, Joseph aura des indemnités journalières à hauteur de 64,52 € par jour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Personne n'a de questions? Vous pouvez lever la main si nécessaire et je répondrai à vos questions. C'est bon pour tout le monde apparemment.
En ce qui concerne les droits retraite, euh, pour tous les artisans, commerçants et professionnels libéraux non réglementés, c'est la CARSAT qui gère votre retraite. Et malgré les idées préconçues qui perdurent depuis des années, les deux régimes sont alignés depuis 1973, c'est-à-dire qu'à cotisation égale, il y a une retraite strictement égale pour un salarié ou pour un travailleur indépendant. La manière d'obtenir les trimestres est la même. Pour avoir un trimestre, il faut avoir un revenu d'activité, donc soit une rémunération, soit un bénéfice, selon que vous êtes en entreprise individuelle ou en SARL, qui représente 1 782 €. Pour en avoir deux, il faut 300 SMIC horaires, donc le double du montant, 3 564, et ainsi de suite. Pour avoir les 4 trimestres, il faut un revenu de 7 128 €. Mais la retraite, ce n'est pas qu'une histoire de trimestre, puisque dans les différents éléments de calcul, on prend également le revenu annuel moyen, un peu comme les indemnités journalières, mais cette fois-ci pas sur 3 ans, mais sur les 25 meilleures années. Et donc, si on a une moyenne sur les 25 meilleures années proche de 7 000 €, vous imaginez toucher annuellement la moitié de 7 000 €, 3 500 €, ça fait une retraite vraiment très basse. Donc, plus votre revenu sera élevé, plus la moyenne des 25 meilleures années sera élevée, jusqu'à la limite du plafond de sécurité sociale des 47 100 pour cette année, et plus votre retraite sera élevée. Quelqu'un qui a une retraite qui est calculée sur 40 000 € aura 20 000 de retraite de base. Quelqu'un qui a une retraite sur 20 000 aura une retraite calculée sur 10 000 €. Donc, c'est du simple au double selon la moyenne que l'on peut obtenir. Donc, avoir des revenus faibles en début d'activité, ça peut être le cas, mais faites très attention parce que payer le moins possible de cotisations fait que vos droits qui en découlent seront proportionnels aux cotisations que vous versez. Donc, payer le moins possible n'est pas forcément le choix le plus judicieux pour votre avenir. Là aussi, vous pouvez installer une appli sur vos téléphones ou aller sur le site Mon compte retraite et voir régulièrement le nombre de trimestres acquis en fonction des cotisations que vous allez verser. Merci beaucoup, Pascal. On espère qu'on aura été assez clair dans nos explications. Même si vous sentez encore un petit peu perdu, voici encore quelques pistes pour trouver réponse à vos éventuelles interrogations. Donc, soit en ligne sur ursaf.fr/mes premiers mois pour bien démarrer. Bien sûr, dans votre espace en ligne pour déclarer, obtenir une attestation, poser une question via la messagerie, faire une estimation de vos revenus. Et si vous avez besoin également d'un échange personnalisé, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne avec un conseiller URSSAF Alsace sur notre outil de prise de rendez-vous smartagenda.fr. Par téléphone, vous avez le 36 98, donc au coût d'un appel local, et c'est un numéro qui est spécifiquement dédié aux travailleurs indépendants. Par mail, pour une question spécifique, notre équipe est joignable à l'adresse créateur-au-pluriel.alsace@ursaf.fr. Et puis en toute autonomie, vous avez tous nos replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube URSAF Alsace. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre présentation. C'est le moment pour vous de prendre la parole et de poser les questions que vous pourriez encore avoir. Mais juste avant, on vous propose un dernier petit sondage express sur 5 étoiles. Comment est-ce que vous avez trouvé cette présentation? Donc, on aimerait bien avoir 5 étoiles si vous l'avez trouvé utile, clair, dynamique. 3 si vous avez encore quelques petites zones un peu floues, ou 1 si vraiment il faut qu'on revoie notre copie. Donc, n'hésitez pas à voter directement dans le sondage qui s'affiche sur votre écran, ou alors, comme tout à l'heure, dans le fil de discussion. Donc, vraiment, vos retours sont précieux pour nous pour améliorer nos prochains événements.
Et puis, pendant que vous répondez à ce petit sondage, on va ouvrir la session questions-réponses. Donc, vous pouvez lever la main pour prendre la parole ou écrire directement dans le chat. Bien évidemment, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions bêtes. Si vous la posez, il y a de bonnes chances que d'autres participants se posent aussi la même question. En tout cas, d'ores et déjà, merci pour vos appréciations. Je regarde juste, est-ce qu'il y a des questions? Il y en avait juste une ou deux, mais elles ont reçu réponse dans le chat. Oui, mais je vais peut-être encore préciser sur les modulations. Effectivement, mes collègues vous ont dit que vous pouviez faire la demande en ligne. Hein, c'est le plus judicieux parce que de façon automatique, vous allez mettre un chiffre dans une case et vous pourrez retourner sur votre espace le lendemain et vous verrez que le montant des cotisations aura été recalculé, que les échéances suivantes seront déjà modifiées. Maintenant, vous pouvez aussi nous faire un simple petit message dans votre messagerie en mettant « j'estime mon revenu » ou nous faire un courrier papier. Donc, effectivement, c'est sur le site, dans l'onglet dédié de votre espace. Vous allez sur revenu, estimation de mon revenu et vous évaluez et savoir aussi que cette évaluation peut être faite plusieurs fois dans l'année. Vous pouvez très bien être au tout début d'activité et ça ne démarre pas de façon folichonne. Et puis, quelques mois plus tard, vous avez 1, puis 2, puis 3 clients qui sont des clients réguliers, votre chiffre d'affaires et votre rémunération augmente, donc vous pouvez refaire une deuxième estimation au cours de l'année. N'en faites pas une tous les 15 jours, bien entendu, mais si vous en faites une ou deux dans l'année, voire 3, il n'y a aucun souci. On recalculera à chaque fois les échéances suivantes. Ce que j'ai également omis de vous dire, c'est qu'on vous réclame des cotisations de façon trimestrielle initialement, mais je vous conseille aussi là vivement d'aller dans votre espace en ligne, de choisir le prélèvement automatique et de choisir le prélèvement automatique surtout mensuel, parce que avoir 12 échéances dans l'année, c'est beaucoup plus facile de payer 12 échéances que d'en payer que 4, parce que si vous ne faites rien, on va vous demander des cotisations au 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre, alors que si vous choisissez le prélèvement mensuel, vous pourrez choisir entre le 5 et le 20 de chaque mois et vous aurez 12 échéances. Et si par exemple vous déclarez votre revenu de l'année précédente au mois de juin, la régularisation qui vous sera réclamée, suite aux 3 en 1 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est sur 6 échéances et pas 2 seulement. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple d'étaler ces cotisations et beaucoup plus facile, bien souvent, de les régler mensuellement que trimestriellement. Donc, tout ça se fait dans votre espace en ligne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ne laissez pas seulement votre comptable gérer, c'est vos cotisations sociales. Si vous ne deviez pas les payer, c'est à vous qu'on enverra l'huissier et qu'on vous fera des relances bien avant de vous envoyer l'huissier. Je ne veux pas vous effrayer. Et ce qu'il est aussi important que vous compreniez, c'est que nos portes sont ouvertes et que vous pouvez faire une demande de délai de paiement si à un moment vous avez des soucis pour payer une cotisation. Il est vraiment important de venir vers nous quand vous rencontrez une difficulté. Ne restez pas seul et isolé dans votre coin. Un dialogue est toujours possible avec nous pour trouver des solutions pour régler ces cotisations. Merci beaucoup, Pascal. Pour le coup, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a été clair. Mais voilà, comme disait Pascal, si jamais elle devait venir en différé, voilà, je vous ai communiqué juste avant les modalités pour nous contacter et qu'on soit en mesure de répondre à vos questions. Du coup, on en a maintenant terminé. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à toutes et tous pour votre attention et votre participation. Donc, on espère, comme je vous l'ai dit, que cette présentation aura répondu à vos attentes, mais surtout qu'elle vous sera utile dans la pratique quotidienne de votre activité. Donc, petit rappel, le replay sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube de l'URSSAF Alsace et vous recevrez également prochainement par mail le lien pour télécharger le support de présentation.
Voilà, encore merci et puis à très bientôt pour de nouvelles webconférences. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente après-midi.